Salut à tous amoureux de cinéma. Il arrive dans la vie, il y a des moments, des fois, où les caps sont très mal placés, où je ne suis pas d'accord avec les critiques françaises sur un film. Ant-Man et la Guêpe Quantumania est un de ces moments. Let's go pour parler du film. Bonne séance. Not want her to watch this for the new dynasty. Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Alors oui, pour ceux qui seraient traumatisés par le fait que, oh mon dieu, mais son intro est tellement courte, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle que j'ai refait un petit peu la manière de faire mes critiques, dans le sens où ça faisait trop de cuts d'affilée. Il y avait le cut avec un petit intro avec le logo du film, ou de la série que je critique, puis il y avait l'intro principale. Donc là, on ne met pas l'intro principale de la chaîne, directement on entre dans le vif du sujet. Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben ma foi, j'avais de plus en plus peur. Déjà, tu as eu les critiques américaines qui ont dit ça comme un game changer du MCU. Spoiler, ce n'est pas un game changer, dans le sens où on l'entend en tout cas. Puis tu as les critiques françaises qui disent oui, c'est de la merde sur Rotten Tomatoes et sur Metacritic qui se prend genre 53%. Donc tout le monde crache sur le film, tout le monde dit qu'il est sans enjeu, terne, moche, avec un scénario banal. Je pense que mes dents claquaient de stress aussi fort qu'un mec qui fait des claquettes. Vraiment. J'étais stressé à l'idée de perdre 7 €, sans compter le popcorn, devant un film de merde. La dernière fois, c'était pour Morbius. Non, je ne repaye pas pour ce genre de film. Donc j'étais extrêmement peureux, mais au final, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, vous l'aurez vu au titre, est un Star Wars version quantique. J'ai aimé Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Il faut l'avouer, je l'ai même vraiment bien aimé. Alors, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. On va en reparler, vous inquiétez pas, on va commencer par les points négatifs, pour bien tailler le film avant de parler gentiment de ce dernier. Mais, franchement, je m'attendais, on va dire, pas vraiment à ça, mais je suis pas déçu. Alors je sais qu'il y a des grands noms du cinéma sur YouTube qui sont déçus. Matteo Sapin, Landry, je comprends pourquoi, je respecte complètement leur avis. Mais, personnellement, je l'ai aimé. Alors on commence direct par les points négatifs. Oui, le film a des problèmes niveau VFX. Mais, il n'est pas moche pour autant. Il est même loin d'être moche. J'ai été plusieurs fois impressionné par la beauté du monde quantique. Alors, on n'est pas sur Avatar, hein, on n'est pas au niveau d'Avatar, mais le monde quantique est très beau dans le film. Faut l'avouer, il est magnifique. Donc ça, c'est un point vraiment avec lequel je ne suis pas d'accord. Plein de gens disaient, ouais, le monde quantique, il est vide, il est à peine exploré. Non, on a beaucoup de paysages, on a beaucoup de versions du monde quantique différentes. On a Chrono City, on a la nature, on a l'endroit où sont restés donc les résistants de Kang. Il y a plein de trucs. Oui, bien évidemment, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais si tu ne veux pas être spoilé, quitte la vidéo immédiatement. J'ai pas encore spoilé beaucoup de choses, donc ça va. Donc voilà, c'est fait. On en recontinue. Donc non, le monde quantique n'est pas inexploité, il n'est pas moche, il est très beau. Mais faut l'avouer, il y a des fois où ça se voit que c'est un fond vert ou que c'est la technologie avec les écrans LED qu'ils ont utilisé par exemple dans The Mandalorian. Et il y a des fois où les VFX piquent un petit peu les yeux. Il n'y a pas des fois, il y a une fois où les VFX piquent un petit peu les yeux, c'est concernant MODOK. Et MODOK justement est le point négatif suivant, parce qu'en vrai, excepté vous dire qu'il y a beaucoup d'idées de mise en scène, je trouve, concernant Peyton Reed, qui nous a pas habitués à ça. Pour moi, Peyton Reed, c'est le même genre de réalisateur que Jon Watts, en 100 fois mieux, hein, quand même, parce que Jon Watts, bon, on est niveau de Daniel Espinosa. Je crache sur ce réalisateur, alors qu'en réalité, ce qu'il a fait sur Morbius, c'était vraiment pas mal. C'est le scénario du film qui est complètement bâclé. Oui, je l'avoue, Daniel Espinosa, j'ai bien aimé sa réalisation pour Morbius. Allez vous faire couler, voilà, allez vous faire foutre. Donc non, Peyton Reed nous avait pas habitués à ça pour les deux premiers Ant-Man, et je trouve vraiment qu'il a fait un très beau taf pour le monde quantique et pour sa mise en scène. Mais, le second point négatif, c'est le personnage de MODOK. Non seulement passer une tête agrandie sur un corps en VFX, hein, c'est l'acteur Corey Stoll, c'est Corey Stoll, je sais plus comment il s'appelle, celui qui jouait Yellow Jacket dans Ant-Man 1,
J'aime bien l'explication de l'histoire de MODOK, le fait qu'il veut se venger, ok, je dis pas. La fin de l'histoire de MODOK est complètement conne, mais alors complètement conne, je suis désolé. Il se sacrifie, alors j'aimais bien un côté, ouais, il se sacrifie, mais ils auraient dû faire une vraie fin pour MODOK. Là, la fin de MODOK, c'est une vanne. C'est une blague. T'as Ant-Man, la guêpe et tout le groupe qui fait « Oui, t'es un Avengers, oui, j'en ai chargé aujourd'hui. » Putain, il y a ton ennemi juré qui vient de crever devant toi après avoir essayé de te sauver la vie. Tu peux pas avoir, je sais pas, un minimum de respect peut-être. Genre, je sais pas, Luke Skywalker avait quand même plus de respect pour l'empereur quand il l'a tué, hein, quand Vador l'a envoyé dans le trou de l'étoile noire, il a pas commencé à danser en freestyle genre « Ouais, j'ai tué l'empereur !» Voilà. Donc franchement, ça non. Putain, je suis en train de me réimaginer ce que ça va donner au montage. Ouais, j'ai tué l'empereur. Ne clipez pas ça, pitié, ne le mettez pas en même, mais cette séquence était trop beau. Voilà, je suis fan de cette séquence. Il y a des fois des séquences sur ma chaîne YouTube qui sont bizarres. Mais non, sérieusement, la mort de MODOK est pas fou. Et surtout qu'en plus, après, directement, t'as un coup de fil qui est passé. Genre, oui, c'est bon, on retourne à la maison. Alors que t'as encore le cadavre tout chaud de MODOK. Genre, personne n'en a rien à foutre. Vraiment, ils sont en train de se taper la discute. Genre, ouais, on va rentrer chez nous. Et derrière, t'as MODOK version CGI qui est là, genre, ah, je suis décédé. Et personne, rien, tout le monde s'en bat les couilles. Aussi, le virement, j'ai pas compris. De base, vraiment, MODOK, donc Yellow Jacket, était énervé à mort contre Scott Lang. Il voulait avoir sa vengeance et tout bazar. Et là, avec un discours juste de 2 secondes de Cassie Lang qui lui dit ouais, sois pas un raté, il pardonne tout ce qu'il a vécu, il pardonne le fait que c'est une grosse tête avec un petit cul d'ailleurs, on a vu le petit cul de MODOK, je n'aurais jamais cru devoir dire cette phrase un jour, mais je l'ai dite, qui est vraiment moche, qui est devenu moche, et il excuse Ant-Man, et même il lui dit ouais, t'as toujours été comme un frère pour moi. Quoi? Non, faut que j'aime pas comme ça. Donc la mort de MODOK est ratée. Le personnage de MODOK en soi, bah, c'est ce à quoi je m'attendais, c'est un comic relief. Alors, je m'attendais à ce qu'on vanne plus sur lui. Il a des moments où j'ai bien aimé. Il y a même un moment précisément où il est intimidant. Tant mieux. Mais sinon, oui, le personnage de MODOK est un comic relief et sa mort est bâclée et il est pas spécialement beau niveau VFX. Autre point négatif que j'ai sur le film, c'est concernant la musique. C'est extrêmement générique. Et j'en ressors rien de bien, de mauvais. C'est une musique qui est là. Les musiques de la BA étaient beaucoup mieux. Franchement. Alors t'as quand même le thème de Kang qui est vraiment pas mal. Mais sinon, voilà. C'est assez bateau en termes de musique. Il n'y a rien d'autre. Et pourtant, Dieu sait, et vous savez que moi, les musiques, dans un film, c'est important. Un thème musical est important dans un film, car il raconte une histoire, en plus de l'histoire que te raconte le film. Autre détail également qui est négatif pour moi, c'est les personnages secondaires. Déjà, il y en a trop. Bill Murray, il est juste là pour le cacheton, je suis désolé, il n'est pas utile. T'aurais pu en fait prendre n'importe quel acteur et utiliser Bill Murray pour un rôle beaucoup plus important. C'est même vraiment dommage qu'ils aient utilisé Bill Murray pour ce rôle-là. Ça se voit qu'il est là, non seulement pour le star talent de dire hey, regardez, il y a Bill Murray, il y a SOS Fantôme, tout ça, tout le bazar. Et de l'autre côté, tu vois bien que Bill Murray, il est juste là pour le cacheton, quoi. Vraiment, il en a rien à foutre de bien jouer son rôle. Et il s'en bat les couilles, mes modèles géants, quoi. Il est juste là pour quelques secondes. Hop, vas-y, paye-moi mon chèque et je me casse. Donc, déjà, il y a ce problème-là. Et le nombre de personnages secondaires. Pourquoi ils se sont autant centrés sur eux? Ça va pas. Ça c'est vraiment un point que j'ai trouvé chiant, c'est qu'il y a trop de personnages secondaires pour rien. Ils sont trop mis en avant, je trouve, parce que au final, ils piquent carrément des minutes de film qui auraient pu être utilisées pour développer Kang, développer Ant-Man, développer Cassie. Alors ils sont bien, je dis pas, bon, à part Janet Van Dyne que je trouve un petit peu trop dans le film, trop chiante en fait, voilà, elle m'a fait chier, je le dis honnêtement. Mais sinon, pourquoi se centrer autant sur le peuple du monde quantique? On s'en fout, on le reverra plus jamais.
Ça sert à rien de se centrer autant dessus. Excepté ça, ben, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film niveau négatif. Alors, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, il y a des problèmes niveau VFX. T'as des... Vraiment, c'est choquant à tel point le fond vert se voit. Je le dis honnêtement. Il y a des séquences entières où tu vois vraiment un espèce de flou, parce que c'est un fond bleu derrière, tu le sens venir mais à des milliers de kilomètres, que c'est du fond bleu derrière, ou du fond vert, ou un fond, en tout cas d'une couleur bien flashy, tu sais, les fonds verts comme il y a là d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas, il y a un fond vert juste là, je vous le montrerai pas mais il y a un fond vert juste là, un fond bleu ou un fond vert, qui est utilisé du coup pour avoir les acteurs, pour pouvoir les transformer ensuite et les mettre sur un décor. Mais le décor se voit beaucoup trop. Il y a le cache-misère du on met le fond en flou. Ça aurait été en fait mieux, ça serait peut-être mieux passé si le fond n'était pas flou en fait. Parce que le fait de mettre un personnage en flou, enfin non, en net et d'avoir le décor en flou, bah, ça détache le personnage de ton décor. Si mon décor devient flou d'un coup, vous allez avoir moi en net, alors je le mettrai pas parce que c'est trop chiant à faire en montage, et vous n'aurez pas la même attache. Là je me fonds un petit peu dans le décor. Et tu combles ça avec le fait que les VFX sont pas super travaillés, on n'est pas sur Avatar, là on est sur un Marvel milieu de gamme, franchement il y a mieux, bon il y a mieux comme il y a pire, il y a She-Hulk, il y a Moon Knight, mais il y a beaucoup mieux. Wakanda Forever, Doctor Strange et No Way Home sont les 3 exemples les plus récents où les VFX sont bien meilleurs. Donc je dis ça, je dis rien. Mais le fait de mettre le décor en flou et en plus d'avoir des VFX parfois pas ouf sur l'intégration des personnages dans le décor, ça fait que bah, tu le vois venir à des kilomètres que c'est un fond vert en fait. Et c'est con. Juste pas de flou sur le fond. Ça serait probablement passé bien mieux. Alors après, franchement, tout ce qui est pouvoir, même MODOK en soi, son armure, je parle pas de son visage est vraiment moche, mais son armure, Ant-Man, donc enfin les costumes, la ville, le ci, le là, tout ça c'est très joli. Encore une fois, le monde quantique, très beau, l'armure de MODOK est très jolie, les costumes sont très jolis, l'armure de Kang est superbe, sa chaise également, Chrono City également. Le seul truc qui est fait vraiment bémol pour moi niveau VFX, c'est le visage de MODOK et le fond vert des personnages. Voilà, ça c'est juste ça. Maintenant parlons un petit peu de points positifs. Kang. Jonathan Majors est beaucoup trop stylé. Il a un charisme. Oh putain de merde. Ah, même chez moi à Marseille on ne sait pas ça, et dis donc, je n'habite pas à Marseille, je sais pas pourquoi je prends cet accent, c'est hyper raciste. Il n'y a rien d'autre à dire. Majors est incroyable dans ce film. Alors, je le savais, je l'avais dit, ce n'est pas le Kang final. J'imaginais pas ça comme ça. Le tuer ainsi, je l'imaginais pas ainsi, parce qu'en vrai, le seul truc que j'ai vraiment à reprocher à Kang, c'est sa mort. Et bah non en fait. Bon, franchement, j'aurais préféré ma version de sa mort en scène post-crédit. Il se fait tuer par les autres Kang et les autres Kang prennent sa place. Là, j'avoue que sa mort m'a dérangé un petit peu, elle me déçoit un petit peu. Mais en vrai, le reste du personnage de Kang, c'est vraiment une nouvelle version de voir la chose, qui est très très cool. Il est pas dans le côté Kang encore suprême, qui va se balader comme ça les bras dans le dos, genre... Là, il est encore un petit peu trop sûr de lui, ce qui va mener à sa perte d'ailleurs. Chose qui est très très cool. De gérer ça comme ça, je trouvais que c'était vraiment bien de faire en sorte que ce soit le fait qu'il soit tellement sûr de lui de gagner qui fasse qu'il se fait tuer facilement entre guillemets par Hope et Scott. Ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est l'origin story qui est liée à Janet Van Dyne. Donc tout ça est vraiment cool. Majors est très cool, il est très impressionnant, il est très charismatique dans le rôle, son armure est en plus très stylée. Autre chose intéressante, moi j'ai trouvé ça bien, franchement, je le dis honnêtement, j'ai trouvé ça très cool. C'est le personnage de Hank Pym. Putain, il y a un moment du film, à la toute fin, donc quand t'as les fourmis qui débarquent, mais il est badass à mort. Il arrive comme ça, bien sapé, son long trench coat,
Et t'as toutes les fourmis qui débarquent derrière, des petites, des grandes, des gigantesques, des qui font 300 mètres, des qui détruisent des poutrelles de 100 mètres de haut de Chrono City, et qui explosent la gueule de Kang, son armure, sa ville, tout, elles détruisent tout, et t'as Hank Pym qui est là genre... Mon nom est puissance. J'ai trouvé cette scène, mais j'étais cloué, genre, waouh. Je m'attendais pas à ça de la part d'Hank Pym. Et en vrai, le personnage d'Hank Pym est moins maigrichon, enfin, maigrichon, non, c'est pas le mot que je voulais dire, moins aigri que dans les autres films, ce que j'ai pas trouvé vraiment inintéressant. Parce que là, il s'ouvre un petit peu plus aux personnages, aux autres personnages. Alors oui, c'est pas le développement qu'il a eu dans les 2 premiers Ant-Man, mais en même temps, là, il est à la retraite. Il ne travaille plus, il a son héritage qui est construit, donc il n'a plus rien à perdre, plus rien à gagner, donc il se relâche, ce qui est logique. Quand je serai à la retraite, si j'ai fait toute ma vie correctement, que j'ai rien à me reprocher et tout, ouais, je vais plus ou moins être comme lui, le petit papa cool, tranquille, qui se dit bon, j'ai vécu ma vie bien tranquillement, maintenant il est temps de m'amuser. Et encore une fois, cette séquence avec les fourmis, mais putain la badassitude de Hank Pym, je bégayais dans la salle, j'ai genre waouh, ok, c'est lui Hank Pym. Non, parce qu'il a une armée de fourmis derrière lui et il est badass, Autre point également dont j'ai envie un petit peu de parler, c'est le scénario et le côté émotif du film. Je l'avais dit dans mes attentes, je voulais qu'il y ait un côté émotif au film. Je le trouve partiellement mal exploité entre Scott et Cassie. Mais le reste du temps, franchement, ça va. Montrer que Cassie veut aider les gens, montrer que Scott en a un petit peu rien à foutre des autres, et qu'au final il se rend compte, oui bon, je peux pas réagir comme ça, je reste quand même un Avengers. Il a pris un peu la grosse tête, et tout le monde le lui fait comprendre, hein, qu'il a pris la grosse tête à cause du fait qu'il a été un Avengers, qu'il a carrément fait un livre là-dessus, ce qui est vraiment le cliché du mec qui a sauvé le monde dans les films et qui dans la suite se dit bon, je vais écrire un bouquin pour me faire un max de thunes. Donc voilà, le développement de Scott, passé de l'Avengers qui est trop fier de lui au mec qui se dit bon, j'ai fait le con, je trouvais vraiment ça intéressant. Autre chose que je trouvais cool, c'est les passages justement avec Ant-Man qui te résument un petit peu tout ça, le début comme la fin. La fin d'ailleurs, ça t'appuie mais tellement fort le fait que Kang est pas mort. En gros, pour rappel, hein, à la fin tu as Scott qui dit ouais, on a vaincu Kang. Est-ce qu'on l'a vraiment vaincu? Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il va pas revenir? Wow. Parce que je suis à la fin du film pour le savoir. C'est une post-crédit. Et ça t'appuie mais à fond. Le fait, vraiment, t'as Marvel qui est là sur ta peau, genre, ouais, jusqu'à la fin, il y a Avengers The Kang Dynasty qui arrive, Kang est pas mort. Voilà, enfin, du moins, ce Kang-ci, c'était pas le dernier. Et à la fin même du film, avec les 2 scènes post-crédits dont on reparlera demain dans 2 vidéos, enfin dans une seule vidéo, je pense, franchement, c'était impeccable. Cette manière-là de montrer vraiment, de montrer le personnage de Scott évoluer était très très cool. Autre chose que j'ai aussi à dire, c'est concernant un petit peu, encore une fois, le monde quantique, la diversité du monde quantique. J'ai franchement bien aimé. On a beaucoup de styles de créatures différentes. Alors il y a énormément de Kelly Krillin, je l'ai dit, les personnages secondaires sont trop présents, mais ça reste quand même cool, malgré qu'il y ait trop de persos secondaires qui soient trop mis en avant, de voir une grosse diversité. Ils sont malheureusement pour moi quasi tous humanoïdes, alors que j'aurais peut-être aimé avoir des créatures plus étranges. Là on a toujours des créatures qui foncièrement ont 2 bras, 2 jambes, 2 yeux. Ou en tout cas 2 bras, 2 jambes, des yeux, une bouche, un nez, voilà. Ah oui, c'est putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Enfin, on va survoler un petit peu l'humour, mais la séquence où il parle des trous. Putain, j'ai réagi comme Ant-Man. Pour moi, l'humour du film est assez bon. Bon, il y a des moments où il devient chiant, mais cette séquence avec les trous. Waouh! Je rappelle, donc, il y a le mec qui lit dans les pensées, et t'as l'espèce de petit blob là, qui est l'espèce de petit Bob, les machins en gélatine, qui dit oh, vous avez combien de trous? Moi, j'en ai pas. Et dans ma tête, vraiment, je sais pas pourquoi, automatiquement, je me suis dit, Ant-Man est un mec
J'ai compté le nombre de trous qu'il avait sur son corps. Voilà, on va pas les citer. Mais techniquement, il y en a 7. Ça fait 7. Bouche, les narines. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dirais pas les deux autres. Vous l'avez compris, sur un homme, logiquement, il y a 7 trous. Putain, c'est horrible de dire ça. Et du coup, vraiment, j'étais dans la salle en train de me dire, mais cette blague passe un petit peu limite, elle est drôle en soi. Et je réfléchis, je fais, ah ouais, ça fait 7. Et dans le film même, t'as Ant-Man qui dit, ah ouais, ça fait 7. J'étais là genre, mais j'ai pré-shot Ant-Man. Vraiment, cette vanne-là, j'ai pas compris. J'ai pas compris où vous voulez aller. Mais voilà, en vrai, l'humour de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est pas le meilleur truc du monde. En vrai, c'est pas un point négatif comme c'est pas un point positif, parce qu'il y a certaines blagues qui passent vraiment bien, comme il y en a d'autres. Encore une fois, la blague avec les trous. C'est vraiment gênant à mort. Même si, bon, elle reste drôle en vrai. Elle reste drôle parce qu'ils l'ont pas encore trop tiré en longueur. Ça va, ils auraient pu la tirer encore plus en longueur. Mais elle reste vraiment drôle. Et encore une fois, le bestiaire du monde quantique est pas mal. Juste, j'aurais aimé qu'on ait un peu plus de créatures exotiques. Qu'on n'ait pas juste des humanoïdes en fait. Ça veut dire de bras, de jambes, qui marchent en bipède. On aurait pu avoir, bon, il y a les maisons vivantes. Ça, c'est une très très bonne idée. On a l'espèce de petit poulpe là qui devient géant grâce à la technologie PIM et qui est dans les boissons que boit Bill Murray par exemple. Il y a des créatures qui sont pas humanoïdes, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et c'est un détail que j'ai comme problème avec en fait la science-fiction en général. C'est que des créatures qui ressemblent pas à ce à quoi on connaît, ben en fait ça n'existe quasi pas dans les films. À chaque fois les réalisateurs, c'est pas que chez Marvel hein, mais à chaque fois les réalisateurs se cantonnent à des humanoïdes. Dans Star Wars par exemple, j'ai pas beaucoup d'exemples de personnages qui se fondent dans le décor, qui portent pas des vêtements, qui sont des humanoïdes, qui n'ont pas un certain nombre enfin qui sont pas bipèdes. Genre tu vas jamais avoir, par exemple dans Marvel, t'as jamais des créatures qui ont 18, bon j'invente hein, mais 18 bras, qui marchent sur leurs yeux. Bon, c'est logique parce que ça peut pas arriver, mais voilà, vous voyez où je veux en venir. C'est trop ce qu'on connaît en fait. C'est trop ressemblant à l'humain. Et je trouve qu'il faut aller plus loin, et c'est d'ailleurs un truc qu'il y a dans Transformers que j'aime bien. C'est que plus souvent, tu as des designs des robots où ils ont qu'une seule jambe, où ils ont plusieurs bras, où ils ont carrément pas de jambes et ils se déplacent sur leurs roues. Fate Demolishor dans Transformers 2. Donc dans Transformers, ils font ça. Ils se permettent de faire ça. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce que c'est des robots. Oui, mais c'est des extraterrestres. Donc si on peut faire ça avec des extraterrestres robots, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec des créatures qui vivent dans un monde quantique où tout et déréglé. Voilà, petit bémol, j'aurais aimé plus de créatures étranges. Sinon, bah c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en vrai sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania. C'est pas un mauvais film, alors c'est pas un game changer du MCU. Kang est très bon. Sinon, mais les VFX, pas terrible. Le monde quantique, très très joli. Vraiment, j'ai été impressionné par la beauté du monde quantique. Bon développement au niveau des personnages. Et on reparlera bien évidemment des scènes post-crédit. C'est tout ce que j'avais à dire sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et oui, c'est un Star Wars modèle quantique. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Dans 2 abonnés, on est au 666, ce chiffre est très intéressant. Désolé les catholiques, si on a vraiment, je suis désolé pour vous. Bref, abonnez-vous, partagez, likez, commentez en masse, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et en attendant, je vous dis à plus à moi au temps du cinéma, et du coup à demain pour les analyses des fameuses scènes post-crédit.